Alors je ne vais pas vous raconter le livre, d'abord parce que j'espère que vous allez le lire et surtout le faire lire. Car comme je l'ai dit, le livre n'est pas fait évidemment pour ceux qui ont déjà l'intention de voter Mélenchon, mais pour cela ça les intéresse parce qu'il est fait pour aussi trouver les bons arguments, vous donner les arguments qui sont nécessaires pour convaincre des abstentionnistes ou des gens qui habituellement votent à droite, au centre ou ailleurs. Car ce que je m'efforce de faire, c'est en effet de montrer que ce qui est en cause, c'est ce progrès humain qui nous intéresse absolument tous, que nous soyons de droite, de gauche, jeunes, vieux, travailleurs, salariés, entrepreneurs. Et donc, ce que je veux expliquer, c'est que toutes les promesses qu'on nous fait, par ailleurs, d'une meilleure société, n'ont pas de sens si on n'opère pas aujourd'hui au moins 3 ruptures fondamentales, on pourrait même dire 4 ruptures fondamentales, avec ce qui nous empêche justement d'aller vers cette meilleure société, vers ce progrès humain. La première rupture que Jean-Luc Mélenchon est le seul à proposer et qui est nécessaire, c'est la rupture démocratique, c'est la marche vers une 6e République. Et Jean-Luc Mélenchon est le seul qui se propose finalement de quitter son poste assez rapidement après avoir été élu, à travers la convocation d'une constituante pour que vous décidiez de ce que seront les nouvelles règles du jeu politique qui garantiront que les politiques qui sont menées sont bien celles qui sont décidées souverainement par les citoyens. Alors ça, par définition, je ne peux pas trop en parler dans le livre, puisque nous n'allons pas décider, nous, à l'avance, de ce que seront ces institutions, ce sera aux citoyens d'en décider. Alors du coup, le livre s'intéresse plutôt aux 3 autres ruptures qui sont absolument nécessaires. La première rupture, c'est la rupture avec le système du capitalisme financiarisé et actionnarial. Voilà, un système fou qui fait que le primat de la rentabilité financière, aujourd'hui, bloque la transition écologique, entraîne un management criminel dans les entreprises, est totalement inefficace, soumet notre économie à des crises financières récurrentes qui régulièrement mettent à plat l'économie mondiale. Bref, c'est un système complètement fou qui n'est dans l'intérêt de personne, sauf peut-être de quelques grands groupes et de quelques gros actionnaires de grands groupes. En dehors de cela, tout le monde, travailleurs, entrepreneurs, même capitalistes, tout le monde a intérêt à ce qu'on sorte de cette logique folle, et le programme de la France Insoumise est le seul à le faire, c'est ce que je démontre dans le livre. La deuxième rupture qui est fondamentalement nécessaire, c'est la rupture avec les politiques absurdes que nous menons en temps de crise. Et on peut regarder ce qu'on a dans les programmes alternatifs. On nous propose soit la rigueur et la casse sociale des dépenses ou du système social avec Fillon, soit la rigueur un peu plus douce avec Macron qui d'un côté dit qu'il relance un petit peu, mais comme il fait des économies de dépenses publiques qui sont supérieures à sa relance, en réalité c'est une politique de rigueur. Ensuite vous avez les déclarations populiste et trompeuse de Marine Le Pen, qui en réalité a un programme qui est un programme de réduction des dépenses publiques, qui n'est disposé à faire que quoi que ce soit que dans la mesure où on a réussi à faire des économies, à réduire les dépenses publiques. Et donc il reste quoi? Eh bien il reste le grand plan de relance par l'investissement qui est proposé et que nous proposons par la France Insoumise, que j'explique, que je justifie, et surtout dans le livre je réponds à toutes les objections que vous disent mais c'est pas possible, vous pouvez pas financer, on peut pas faire ça tout seul, etc. Et c'est là effectivement qu'on a besoin de tout cet appareil argumentaire que je développe, qu'on ne peut pas trouver dans un programme. Et enfin, la troisième rupture qui est nécessaire, c'est la rupture avec le fonctionnement actuel de l'Union européenne. Et là encore, qu'est-ce qu'on nous propose comme option? Vous avez l'option Fillon-Macron, on touche rien, on change rien à cette Europe, et donc on va continuer avec cette Europe épouvantable, qui ne nous protège plus contre rien, et qui n'est d'ailleurs déjà plus une Union européenne, mais une désunion totale des peuples, une rivalité généralisée, une guerre entre nous tous, et donc une union qui est condamnée d'ores et déjà à disparaître, ou alors vous avez encore une fois l'appel à la bêtise populiste, Marine Le Pen, qui n'a évidemment aucun projet européen, le repli nationaliste. On dit l'Europe ça marche pas, donc on s'en va et on s'occupe de nos petits intérêts français et on s'occupe plus du reste du monde. Ce qui, soit dit en passant, est une ânerie, même du point de vue des intérêts de la France, c'est une évidence. Nous sommes les derniers des vrais pro-européens. Voilà. Et contrairement à ce que nous disent de bons ou de mauvais camarades qui veulent nous assimiler à Le Pen en disant que vous êtes des anti-européens, ce qui est une ânerie monumentale, il n'y a qu'à nous lire. Nous sommes les derniers des pro-européens, mais pas des européistes béats. C'est-à-dire que nous voulons sauver cette union. Nous constatons que l'union, elle est foutue, que le système monétaire européen n'est plus soutenable, que nous sommes dans une logique aujourd'hui de rivalité et de guerre épouvantable entre nous. Donc l'union est en train de disparaître. Et parce que cette union est inefficace, parce qu'elle ne protège plus les peuples, on voit
partout monter justement des Marine Le Pen. On voit partout monter le sentiment anti-européen xénophobe. Et donc si on continue comme ça et qu'on ne change rien, on ira en effet vers un éclatement de l'Union, mais de la pire des façons, dans les replis nationalistes ou dans le grand chaos d'une prochaine crise financière. Ça n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons restaurer une logique de coopération et d'union entre les peuples européens. Ça suppose que nous sortions du fonctionnement actuel et de l'application des traités actuels. Et c'est pourquoi, ce que je vais expliquer dans le livre beaucoup plus en détail, nous avons une stratégie claire qui consiste à dire à nos partenaires, vous allez être obligés d'accepter une négociation sur cette refondation, parce que la France ne peut pas être jetée dehors, ça n'est pas Chypre, ça n'est pas Grèce, personne ne peut faire de chantage sur nous, et personne évidemment n'a intérêt à ce que la France sorte du système euro sur le plan monétaire ou de l'Union européenne, puisqu'il faut bien comprendre que si la France n'est plus dans la zone euro, il n'y a plus de zone euro, et que s'il n'y a plus de zone euro dans ces conditions, il n'y a tout simplement plus d'Union européenne. C'est cela qui est en jeu. Donc ça donne une responsabilité à la France, mais ça lui donne un grand pouvoir aussi. Et donc nous dirons à nos partenaires, il faut absolument renégocier ce qui ne va pas dans ces traités. La liste, vous la connaissez sans doute, mais je la reprends dans le livre. Il faut mettre un terme à la logique de dumping fiscal et social entre nous. Il faut réformer notre banque centrale européenne. Il faut mettre fin à ces politiques et à ces normes budgétaires totalement absurdes qui sont imposées aux États européens. Bref, il y a un certain nombre de progrès à faire sur lesquels nous pouvons négocier et discuter, sur lesquels nous sommes prêts à tous les compromis à une seule condition. C'est que nous reprenions la marche de la logique de coopération. Voilà. Parce qu'on tourne le dos à la logique de guerre et qu'on se retourne véritablement dans une logique de coopération entre les États et les pays européens. Alors si nous faisons cela, eh bien, nous avons une chance de sauver notre Union. Nous avons même une chance de sauver notre système monétaire européen. En tout cas, s'il n'est pas soutenable, eh bien, nous pourrons, dans cette logique de coopération, discuter ensemble éventuellement d'un système plus souple, comme par exemple celui d'une monnaie commune, avec des taux de change internes à la zone qui seraient plus ou moins ajustables. Pourquoi pas? L'important, c'est que nous reprenions la marche ensemble dans une logique de coopération entre les États européens. Ce qui donnera crédit à notre demande et ce qui fera que nos partenaires seront obligés d'engager cette négociation, c'est que la France mettra en place unilatéralement toutes les mesures qui sont nécessaires à l'application de son programme, d'abord, à la défense de sa politique économique, même en violation et en désobéissance au traité, et que nous préviendrons nos partenaires que si on nous balade, si on veut éviter de négocier réellement, sur tous les sujets cruciaux sur lesquels on n'avancera pas assez rapidement, la France prendra des mesures unilatérales. Si on ne veut pas avancer sur une régulation financière qui nous protège contre la spéculation et les produits financiers toxiques, la France prendra des mesures unilatérales de régulation sur ces produits financiers à ses frontières. Si nous n'avançons pas assez rapidement ou délibérément dans la voie de la réforme des règles budgétaires, par exemple des traités européens, et bien de toute façon, nous continuerons à appliquer nos propres politiques. Et dès notre arrivée au pouvoir, d'ailleurs, nous ne respecterons aucune de ces règles budgétaires. Bref, nous créons le rapport de force. Et comprenez bien que si la France se met à se mettre à l'abri de toutes les dispositions stupides qu'il y a dans les traités qui empêchent de mener des politiques efficaces sans sortir de l'Union européenne et sans sortir de l'euro, bien évidemment, elle sera imitée par l'Espagne, par l'Italie, par la Grèce, par le Portugal, qui comprendront que c'est leur intérêt de s'affranchir de normes absurdes tout en restant dans le marché européen. Donc c'est comme ça que nous allons jouer cette partie, par le rapport de force. Alors bien entendu, quand on dit plan A, plan B, l'Union européenne, on la change ou on la quitte, bien entendu, cela peut être interprété de manière un peu simpliste en disant bah alors vous allez arriver avec votre projet d'Europe idéal et si les autres n'en veulent pas, eh bien vous dites ça y est, on sort de l'Union européenne, du moins c'est ce que nous allons proposer aux Français. Non, les choses ne sont pas simplistes. Ça c'est le programme de Marine Le Pen qui fait semblant de dire qu'elle va négocier quoi que ce soit, mais elle n'a rien à négocier puisqu'elle ne veut pas d'Europe. Il n'y a pas de projet européen. Et donc le projet de Marine Le Pen, effectivement, c'est de négocier en réalité la sortie de la France de l'Union européenne, exactement comme l'Angleterre est en train
train de le faire avec le Brexit. Ça n'est absolument pas notre projet. Pour nous, la sortie, et surtout une sortie unilatérale, c'est une erreur, et surtout ce serait la sanction d'un échec de l'Union européenne. C'est ce qui finira par arriver. Si l'Union européenne ne se réforme pas, eh bien elle finira par éclater. C'est ce que nous voulons éviter. Donc notre but et notre projet n'est pas de sortir, notre but c'est de sortir de l'application des traités et d'obliger par le rapport de force à la renégociation. Et comprenez bien que cette renégociation, elle aura forcément lieu. Ceux qui nous disent « mais non, on vous concédera rien », etc., ils font de la politique fiction. Qui va dire à la France, comme on l'a dit à la Grèce, à M. Tsipras, qui va dire à la France « écoutez, il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à négocier, partez si vous voulez ». Ça n'a aucune espèce de sens. Sans la France, il n'y a pas d'Union européenne. Mais sans une France qui prend l'initiative de dire maintenant ça suffit, c'est fini, la guerre de tous contre tous, c'est fini un système euro qui nous oblige, alors que contrairement à ce qui se passe dans le reste du monde, de faire les politiques les pires qui soient dans une période de crise. Ceci n'est plus acceptable et n'est plus supportable, et donc la France ne l'acceptera plus. Que les négociations aboutissent ou pas, la France, elle, mènera ses politiques unilatérales, elle violera toutes les dispositions des traités qui sont nécessaires à l'application de politiques saines, d'une régulation financière intelligente et efficace. Et si on ne peut même pas mettre en place une forme de protectionnisme solidaire aux frontières de l'Europe, eh bien la France négociera ses propres accords commerciaux avec la Chine, avec les États-Unis, pour elle au moins se protéger vis-à-vis du reste du monde. Et non pas vis-à-vis de ses partenaires européens, parce que nous n'avons pas l'intention de sortir de ce marché européen, ce qui serait une agression commerciale vis-à-vis de nos partenaires. Il n'en est pas question. Et donc comprenez bien que la France faisant cela, et en communiquant d'ailleurs aussi aux peuples européens l'explication de notre démarche, eh bien elle aura en face d'elle des partenaires éventuellement contraints de discuter et de négocier, parce que c'est l'intérêt, non seulement parce que c'est l'intérêt commun de l'Union européenne, mais parce qu'il n'y a aucun moyen de pression pour nous obliger à sortir. La France n'a besoin de personne. On ne peut pas faire un chantage financier avec la Banque centrale ou avec des prêts européens pour le sauvetage de nos banques. Comprenez bien que la France est de l'autre côté de cette barrière. La France est celle qui contribue au budget européen, et nous sommes ravis de le faire. C'est ça la solidarité. La France est celle qui met ce qui est nécessaire dans les mécanismes européens de stabilité pour aider les pays qui sont surendettés. Bref, la France n'est pas dans la situation des pays qui sont susceptibles d'être soumis à un quelconque chantage financier pour céder. La France n'a besoin de personne. L'Union européenne a absolument besoin de la France. Donc voilà ce qui est notre stratégie, qui est donc une stratégie de refondation de l'Union et non pas de destruction de l'Union.